Voilà, bienvenue chers collègues, merci pour ce panel de l'après-midi. Ce panel de l'après-midi donc a pour nom en français, je le vois dérouler, Éduquer avec sensibilité, regard croisé sur l'éducation à la vie sexuelle, reproductive et menstruelle, donc qui se tient dans le cadre de cette conférence internationale organisée par les plateformes Educate et Because Health. Mon nom est Roméo Matsas, je suis responsable du service international aux mutualités chrétiennes et je serai votre hôte pour cet après-midi. Donc je tiens à remercier aussi les organisateurs de m'avoir invité et de m'avoir demandé de remplir ce rôle. Alors, nous allons aujourd'hui parler de Comprehensive Sexual Education, un sujet extrêmement important. C'est très bien d'être aujourd'hui aussi entre collègues pour réfléchir à cet enjeu extrêmement important, un enjeu extrêmement important pour les jeunes. On le sait, de tout temps, les jeunes, on doit les accompagner, on doit les aider aussi à découvrir cette partie de leur existence et de leur devenir. C'est souvent les jeunes tombent amoureux, ils ont envie de découvrir leur vie sentimentale, leur vie affective. Ça fait partie de leur expérience. Et souvent, les sociétés vont les mettre en danger à travers des interdits, des tabous et des difficultés qu'on peut leur poser. C'est une histoire qui est vieille comme le monde. Vous l'aurez remarqué dans le programme, moi-même, je m'appelle Roméo. Je crois que si on sait qu'en termes d'histoire d'amour de jeunes contrariés, l'histoire de la littérature en est pleine. Donc, je pense qu'on sait aussi à quel point il est important de pouvoir accompagner et outiller les jeunes à découvrir cet aspect également de leur éducation. Alors, on est très heureux aujourd'hui d'avoir différents experts. Je vais les présenter. Chacune et chacun des experts aura l'occasion d'intervenir. Nous avons à la fois, d'abord, dans un premier temps, Carla de la KU Leuven qui fera une présentation plus académique aussi basée sur une expérience de recherche qu'elle a menée en Tanzanie. Nous aurons ensuite deux collègues qui se connecteront depuis le Bénin en ligne, à la fois André Denabel et Bernice du ministère des Affaires sociales et de la microfinance du Bénin. À côté de moi, Jessica, qui viendra aussi donner l'éclairage de son expérience en République démocratique du Congo, et également en ligne par la suite, Bonita, également d'un programme mis en œuvre avec Enabel en Tanzanie, mais je les présenterai plus dans le détail en cours de présentation. Chaque intervenant aura une dizaine de minutes pour faire sa présentation et à la fin de toutes les présentations, nous ferons une session de questions-réponses. So, let me first start with Professor Carla van Leuven. Welcome. Thank you for being with us today. Professor van Leuven is Je voudrais commencer par la professeure Carla van Leuven. Elle est responsable en études sur la parentalité à la faculté des sciences et elle va présenter son projet de recherche sur la Tanzanie. Merci de m'avoir invitée. Je suis contente de pouvoir présenter les résultats de ces projets. Bien sûr, ce n'est pas un projet que j'ai mené seul. C'est un projet que j'ai mené avec une équipe du Sud très agréable, en partenariat avec l'Université de Tanzanie et avec ma collègue là-bas, Jeannette Kikombe. Tout d'abord, je voudrais vous présenter certains enjeux très importants en termes de santé reproductive et sexuelle. En Tanzanie, nous savons qu'il y a beaucoup d'inégalités entre les hommes et les femmes. Il y a un taux de décrochage scolaire très important dans l'éducation secondaire, l'enseignement secondaire à cause des grossesses non désirées précoces et des mariages précoces, donc particulièrement par toutes les filles. Il y a une éducation à la santé reproductive et sexuelle très limitée dans les écoles qui se concentrent essentiellement sur la biologie. Elles manquent totalement de dimension pratique et sociale. Les enseignants pensent que leurs connaissances et leurs compétences en éducation dans le domaine de la santé reproductive et sexuelle n'est pas suffisante. Alors, les pères sont très importants pour les jeunes et très souvent sont une source d'information, mais cette source d'information est souvent incomplète ou imprécise. Ils donnent des informations imprécises ou incomplètes à leurs pairs. Et il y a également peu de collaboration entre les enseignants et les professionnels de la santé et aussi une implication bien insuffisante de la part des parents. Donc, nous avons développé une intervention. Donc, c'est un projet le projet Vliroruos. Nous sommes concentrés sur deux régions où il y a un pourcentage élevé de grossesses adolescentes, Tabora et Katavi. Et nous nous sommes concentrés sur 4 groupes clés. Alors, le premier groupe, ce sont les jeunes eux-mêmes, les élèves.
nous nous sommes concentrés sur les enfants en 5e et 6e primaire et sur les enfants en première et deuxième année d'école secondaire et aussi sur leurs pères. Nous avons développé un programme et nous avons invité les pères à être des confidents fiables pour leurs collègues et ils ont été élus, donc un garçon et une fille a été élu pour chaque école. Nous avons également inclus les professeurs et les enseignants des soins de santé, donc les sages-femmes, les accoucheuses, les accoucheurs. Donc, nous avons formé ensemble pour encourager la communication entre ces deux parties. Et finalement, ce qui est très important, nous avons impliqué les parents pour que les parents sachent de quoi nous parlons lors de ces interventions, parce que nous pensons que c'est extrêmement important que toutes les parties prenantes soient sur la même longueur d'onde. Donc, pour que les jeunes ne commencent pas à recevoir des informations contradictoires émanant de différentes sources. Dans ce projet, il y a eu plusieurs étapes. Une première étape, ça a été d'organiser ce que nous avons appelé des tea chats, donc des bavardages autour du thé. Nous avons invité toutes les parties prenantes à participer à des séances de groupe et nous les avons laissés discuter de toute cette question de l'éducation à la santé sexuelle. Ça nous a permis d'identifier leurs besoins, mais cela les a aussi aidés à se sentir impliqués, concernés par le projet. Donc, ça a été très important, leur participation à ce projet depuis le début. Dans une deuxième étape, nous avons développé le contenu d'intervention et nous avons eu recours à des experts aussi bien du Nord que du Sud pour ce faire. Et une étape très importante aussi, c'est que nous avons demandé la permission aux organes officiels, particulièrement le ministère de l'Éducation. Parce que si vous avez une intervention à l'école, le ministère de l'Enseignement, de l'Éducation doit la permettre. Et finalement, dans une quatrième étape, nous avons formé les enseignants, les travailleurs de la santé et les pairs de confiance. Ensuite, nous avons mis en œuvre l'intervention dans les écoles et Katavi a été vu comme un projet pilote. Et donc, dans une prochaine étape, nous aurons des informations sur Tabora. Alors, à Tabora, nous avons développé des plateformes Zoom et Moodle pour pouvoir déployer l'intervention plus largement. Et on a eu ensuite une évaluation pour voir l'efficacité de l'intervention. Here you can see all the intervention components. So we had 17 modules. I will not explain them one. Vous pouvez voir toutes les composantes de l'intervention qui étaient composées de 17 modules. Je ne vais pas les expliquer un par un, mais nous sommes concentrés sur le savoir-vivre, sur les compétences de vie et pas seulement sur le contenu de ce qui se passe biologiquement dans le corps au moment de l'adolescence. Donc, pour ces compétences, ces soft skills, nous avons travaillé sur les situations de la vie réelle. Nous avons par exemple parlé d'une fille dans la classe qui est enceinte et de ce qui pouvait être fait pour la soutenir. Et un autre scénario pouvait être qu'on lui demandait de réaliser des actes sexuels en échange de quelque chose et comment est-ce qu'une fille est censée réagir à ce genre de choses. Donc, on travaille sur des cas de la vie réelle. Ensuite, il y a eu une étude d'intervention où on a utilisé des comparaisons dans un groupe d'intervention et on a pris des mesures à 3 moments dans le temps pour voir comment les attitudes et les conséquences de toutes les parties prenantes ont évolué dans le temps. Et pour les professionnels, on voyait qu'il y avait une amélioration importante dans la facilitation de l'éducation en santé reproductive et sexuelle. Ils ont davantage perçu les avantages de cette forme d'éducation et les enseignants aussi se sentaient plus à l'aise dans leurs discussions avec les étudiants de ce sujet, ils se sentaient plus sûrs dans l'enseignement de ces matières et ça a permis de renforcer aussi les relations entre les étudiants et les professeurs. Alors, parmi les parents, on a vu vraiment une évolution vers une responsabilité plus partagée et aussi
que les parents se sentaient de plus en plus à l'aise, beaucoup plus à l'aise pour discuter de ces sujets avec leurs enfants. On a vu aussi la réduction des préjugés, des idées fausses. Par exemple, un préjugé typique, c'est discuter de santé reproductive et sexuelle, ça mène à des relations sexuelles trop précoces. Alors, parmi les étudiants, cela a généré une confiance plus importante dans leur capacité de faire des choix responsables, un sentiment d'auto-efficacité et la prise de conscience par rapport à différents domaines de la santé sexuelle. Par exemple, le contenu, l'importance du consentement, l'importance du consentement. Et on a vu qu'il y avait des conversations avec les pères qui portaient plus fréquemment sur la santé reproductive et sexuelle, avec les pères et les partenaires, et une perception plus forte d'un réel soutien de la part des adultes. Alors, les séances menées par les pères ont normalisé les discussions sur la santé reproductive et sexuelle, ont atténué la stigmatisation et ont créé des espaces sûrs où on pouvait poser des questions. Maintenant, il faut qu'on assure un suivi pour voir l'efficacité à long terme. Alors, les défis et les pièges, particulièrement en lien avec l'intervention, on a vu particulièrement à Katavi que les professionnels avaient vraiment des programmes très, très chargés et c'était difficile pour eux, pour elles, de suivre certaines des séances que nous organisions. Donc, pour l'intervention à Tabora, nous avons développé des Moodles et des séances en ligne que nous avons utilisées de manière flexible. Quelquefois, chez les parents, nous avons vu de la honte ou la peur du jugement d'autres parents en discutant des sujets sensibles. C'était très agréable de voir qu'à Tabora, les parents ont créé des communautés sur un format de type WhatsApp et ont discuté des sujets sensibles ensemble, sans les professionnels. Et cela les a vraiment aidés à être plus ouverts par rapport à ces sujets. Ensuite, les étudiants. Alors, le développement des interventions s'est concentré sur les filles et les garçons à la fois. Mais lorsqu'on veut définir l'égalité entre les hommes et les femmes, on doit peut-être réaliser des adaptations spécifiques au genre pour les interventions, parce qu'il y a des différences entre les garçons et les filles, et il faut qu'on en tienne compte. En ce qui concerne le contexte plus large, bien sûr, dans certains pays, certaines cultures, certains sujets sont tabous, comme par exemple l'homosexualité. C'est un sujet dont on ne peut pas discuter dans les écoles. C'est interdit, même si nous savons que c'est quelque chose qui existe. Et en termes de politique, on voit que les enseignants professionnels suivent les règles du ministère de l'Éducation. Oui, d'accord, très bien. Vous ne pouvez pas faire des commentaires en ligne, sinon on n'arrive plus à traduire. S'il vous plaît, tenez vos micros. Alors, on a aussi des problèmes avec... Donc, on s'est rendu compte que les enseignants suivraient les règles du ministère de l'Éducation et il y a aussi l'influence des organisations religieuses qui prônent très souvent l'abstinence et leur manière de régler les problèmes est généralement une approche spirituelle qui n'est souvent pas réaliste dans ce domaine-là. Mon écran est... Vous êtes live, donc je ne peux pas parler pour un moment. It was in 10 minutes and it was very interesting. Thank you very much. Nous allons maintenant Merci nous beaucoup pour tourner cette vers présentation très intéressante. qui sont connectés. Donc, nous avons à la fois André Nouemou, qui est Project Officer Éducation, Communication pour un changement de comportement, redevabilité et gouvernance dans le cadre du projet d'appui à la santé sexuelle et reproductive et à l'information sanitaire d'Enabel au Bénin. Alors, je ne sais pas s'il est à l'écran derrière moi. Et nous avons également Madame Bernice Lucia, qui est chef du service social des personnes handicapées et des personnes âgées au ministère des Affaires sociales et de la microfinance du Bénin. Si j'ai bien compris, c'est André qui va faire la présentation de l'initiative d'éducation sexuelle et reproductive à travers les BD pour les enfants et les jeunes. Les BD, vous avez de la chance d'être dans la salle avec moi parce qu'elles sont disponibles aussi pour vous après la présentation. Et Madame Lucia sera plus présente également pour la session de questions-réponses. André, vous apparaissez à l'écran. Enchanté. Je vous cède la parole. D'accord. Merci beaucoup. Bonjour à toutes et à tous. Ravi de rejoindre cet espace pour partager ce que nous avons fait du côté du Bénin par rapport à l'éducation, à notre contribution à l'éducation et à la santé sexuelle et reproductive.
Donc, comme vous l'avez dit, je suis André Nouémon, chargé de projet éducation à la santé sexuelle, communication pour un changement de comportement, redevabilité et gouvernance. Et mon binôme va se présenter au moment de passer à la réponse aux questions pour gagner du temps. Notre présentation porte sur l'initiative d'éducation à la santé sexuelle et reproductive à travers des bandes dessinées pour les enfants et les jeunes de 0 à 24 ans au Bénin. Et cette initiative est partie d'un problème que nous avons constaté. Et on a constaté que les adolescents et jeunes rencontrent de nombreux problèmes et défis par rapport aux droits de santé sexuelle et reproductive liés aux tabous culturels qui limitent l'accès à la bonne information, la faible compétence des parents qui ne sont pas souvent formés et outillés à communiquer sur la question de santé sexuelle et reproductive, ce qui renforce le silence sur le sujet et renforce également la fragilité du tissu éducatif et le déficit en communication des parents, des parents, entre parents et enfants plutôt. Et là, nous constatons que c'est seulement 38% des adolescents en Afrique de l'Ouest qui reçoivent une éducation complète à la sexualité, ce qui entraîne des activités sexuelles précoces et non protégées, des grossesses non intentionnelles, des accouchements précoces avec tout ce qu'il y a derrière comme conséquence, des infections sexuellement transmissibles, y compris le VIH-Sida. Par exemple, les adolescents représentent 20% des accouchements au Bénin et dans le département du Borgou en termes du nombre d'accouchements reçus au niveau des structures sanitaires. Face à ce problème, le Bénin a pris deux initiatives. La première initiative, c'est l'intégration de l'éducation à la santé sexuelle et reproductive dans les curricula scolaires afin que cela soit délivré comme dans les programmes d'enseignement au niveau scolaire et l'élaboration d'un guide de dialogue parents-enfants pour que les parents puissent pouvoir utiliser ce guide-là pour discuter avec les enfants. Donc, mais ces initiatives ont laissé en fait certains défis. Le premier défi est que l'éducation à la santé sexuelle que le Bénin est en train de promouvoir est seulement à sa phase expérimentale et couvre seulement quelques établissements scolaires et donc n'est pas encore généralisée. Donc sa généralisation représente vraiment un gros défi. Et ensuite, le deuxième défi, c'est que le guide que le ministère des Affaires sociales a élaboré pour inciter le dialogue parent-enfant est un gros document de 173 pages où son usage est vraiment très difficile. Aucun parent ne peut rentrer peut-être du service et commencer par lire un bouquin de 173 pages pour discuter avec son enfant. C'est vraiment très difficile. Donc, nous avons voulu, face à ces défis, apporter une innovation. On a constaté qu'il y a une innovation qui s'imposait. C'est d'abord se poser les bonnes questions et ces bonnes questions en se fixant également des objectifs clairs et en optant pour une bonne approche d'appui au Bénin. Et donc, on s'est demandé comment construire sur l'existant, parce que nous avons déjà des initiatives du pays, mais comment construire à partir de ces initiatives-là et comment rendre efficaces les initiatives du gouvernement en matière d'éducation à la santé sexuelle et reproductive et comment rendre accessible surtout l'information sur la santé sexuelle et reproductive à toutes les tranches d'âge et également aux parents. Et surtout, avec quel outil? Quel est l'outil qu'il faut utiliser pour que cela soit plus simple pour chacune de ces cibles-là de pouvoir s'intéresser à l'utilisation de ce qui est comme outil lié à la santé sexuelle reproductive. Donc, à côté de ces questions, on s'est fixé trois objectifs majeurs. Le premier qui est de renforcer les compétences
parentale en matière d'éducation à la santé sexuelle pour avoir un genre de modèle parental innovant qui s'intéresse aux questions de santé sexuelle et reproductive, qui discute avec les enfants, ce qui n'était pas le cas auparavant. Le deuxième est de susciter la communication parents-enfants sur la santé sexuelle et reproductive afin de faciliter l'accès aux adolescents et jeunes aux informations et qui, qui sont jugées informations bonnes et également aux services adaptés. Et ensuite, c'est de pouvoir enfin plutôt, je ne sais pas si mes slides suivent parce que la connexion faisant, je clique parfois, ça ne défile pas vite, mais je me dis que vous me suivez. Donc ensuite, c'est d'avoir à développer des outils simples, attractifs, ludiques et adaptés et surtout inclusifs qui rendraient le dialogue parent-enfant effectif. Parce qu'il ne faut pas parler de dialogue parent-enfant alors que le dialogue n'est pas jusque-là effectif. Donc ensuite, nous avons, face à ces questions et objectifs, nous avons pensé à une approche d'innovation sociale centrée sur les jeunes et les parents, une approche co-créative et inclusive favorisant la coproduction participative des cibles, l'attrait à l'apprentissage. Donc, il faudrait que les initiatives puissent attirer vraiment les jeunes et les parents à l'apprentissage et au partage d'expériences et l'ancrage surtout sur le genre et les droits humains. Donc, il ne faudrait pas oublier de prendre en compte le genre dans nos initiatives. Ce qui a été vraiment important qu'il faut souligner, c'est que nous avons incité la participation des enfants et des parents à toutes les étapes de construction de ces bandes dessinées-là. Donc, à la conception, nous avons associé ces cibles-là au test de ce qui a été produit par l'équipe de consultants qui nous avait aidé à faire le travail, à la validation des outils. Nous avons à toutes les étapes impliqué ces cibles pour recueillir leur avis, les propositions qu'ils ont à faire pour que ces outils soient acceptés et utilisés par tous. Donc, nous avons également, comme point important, sectionné, puisque je disais tantôt que le guide était un lourd document de 173 pages. Nous avons sectionné le guide là en 4 tranches d'âge. Donc, chaque tranche d'âge portant sur un message, c'est-à-dire une thématique avec clair sur cette tranche d'âge-là. Donc, nous avons la tranche d'âge de 0 à 8 ans qui aborde comme titre Mon corps m'appartient. Donc, l'enfant déjà de 0 à 8 ans doit savoir que son corps l'appartient. Et le thème qui est plus développé à l'intérieur de cette bande dessinée, c'est le respect du corps, de l'intimité et la prévention des abus. Déjà, nous avons constaté au Bénin que en développant des initiatives sur la lutte contre les violences basées sur le genre, on a constaté qu'il y a des enfants de 0 à 8 ans qui sont déjà victimes de violences basées sur le genre. Donc, cette bande dessinée permet déjà de créer chez les enfants de 0 à 8 ans une tendance c'est-à-dire à demander de l'aide lorsqu'il y a une situation d'agressivité. Ensuite, nous avons la tranche de 0 à 13 ans où Fatih, qui est notre mascotte, doit prendre soin de son corps. Donc là, on essaie, comme c'est le début de la puberté, de mettre l'accent sur l'hygiène, la puberté et les premières règles. Nous avons la tranche de 14 à 17 ans où Fatih et Sourou sont amoureux. Donc, c'est l'âge où la vie amoureuse apparaît. Et nous avons abordé comme thème la vie affective et le respect des sentiments. Qu'est-ce qu'il faut savoir pour aborder cette étape de sa vie sans vraiment avoir trop de conséquences néfastes sur sa vie future. Nous avons une deuxième tranche, une deuxième proposition toujours dans cette tranche-là qui concerne
la prévention des grossesses précoces. Et nous avons la tranche de 17 à 24 ans où nous avons mis l'accent sur les violences sexuelles et les réactions après le viol. Si une fille de cette tranche a été victime d'une violence sexuelle, quelle doit être normalement sa réaction? Hein? Elle ne doit pas rester muette. Donc, cette bande dessinée permet de donner toutes les astuces. Et puis, nous avons également, pour cette tranche d'âge, proposé une deuxième bande dessinée qui est spécialement conçue par rapport à la contraception et au choix éclairé qu'il faut avoir. Voilà, c'est important de préciser, vous le percevez certainement à l'écran, de préciser que pour marquer les esprits, les cibles, c'est-à-dire les parents et les enfants, nous avons gardé le même personnage, donc un personnage que nous avons appelé Fatih, et ce qui permet l'identification et la continuité du récit. Donc, le récit continue, mais en gardant le même personnage. Et par rapport à ce que nous avons produit, nous pensons que dans le futur, on pourrait voir lorsque Fatih a continué, peut-être elle est allée à l'université, elle a fini, elle s'est mariée et tout, on pourrait concevoir une suite par rapport à ces récits et ce serait toujours le même personnage. Donc, nous avons également utilisé des codes couleurs par tranche d'âge, ce qui permet de reconnaître un peu pour dire, bon, cette bande dessinée appartient à tel âge et ou telle tranche d'âge. Nous avons également utilisé, lorsqu'on le concevait, un langage assez simple et accessible pour les jeunes et les parents, pour que les messages qui soient dedans soient suffisamment clairs pour que les gens ne puissent pas demander de l'aide avant de comprendre ces passages-là. Parce qu'il y a souvent des langages professionnels, des thèmes consacrés dans le domaine de la santé, mais nous avons essayé de simplifier pour que cela soit vraiment abordable à tous. Et au niveau de chaque bande dessinée également, il y a une histoire d'abord qui est illustrée par les adolescents et adolescentes et il y a par rapport à ces histoires-là, des clés pour un dialogue apaisant. Ces clés-là servent plutôt aux parents de pratique, c'est-à-dire de guide pratique pour amorcer le dialogue. Donc, lorsque le parent lit la bande dessinée, il ne va pas chercher d'autres outils ailleurs. Il a à la fin les outils, des propositions qui lui permettent de pouvoir aborder, comment il faut aborder le dialogue avec son enfant, quel est le contenu qu'il faut aborder de façon synthétique et très simple. Ensuite, ces outils, Antoine, à André, pardon. part... André, Oui, oui, excusez-moi, je vais vous demander si vous pouvez conclure sur oui. votre présentation. Merci. Oui, très bien, merci beaucoup. Je suis en train de conclure en disant que nous avons, en dehors de ces outils, ajouté un jeu qu'on appelle Défi Love, un jeu interactif qui permet aux jeunes d'améliorer leur niveau de connaissance, attitude et pratique, parce que ça permet de fédérer beaucoup de jeunes autour des quiz et réponses. Et puis, conclure en disant que Enabel, pour produire plus d'effets et d'impact, nous développons des approches multifocales qui permettent de pouvoir atteindre un certain nombre d'objectifs. Et nous avons, pour l'éducation à la santé sexuelle et reproductive, euh, développé un certain nombre d'actions en dehors de ces outils-là, comme notamment l'école des parents, et une plateforme en ligne qu'on appelle Carex pour permettre aux jeunes de pouvoir se connecter pour avoir des réponses, l'accompagnement parental qui est fait par les assistants sociaux que nous accompagnons et également l'intégration de l'éducation à la santé sexuelle au niveau des départements où nous intervenons et notamment dans le département du Borgo. Merci beaucoup à vous. Je vous dis merci sur cette photo de la clôture d'un centre ami des jeunes que nous appuyons pour que les jeunes puissent avoir des informations et pouvoir aller au service, demander les services. Merci beaucoup à vous pour l'écoute. Merci André. Voilà.
Je vous remercie et je m'excuse de vous avoir interrompu, mais j'ai bien conscience que votre intervention suscite aussi beaucoup de questions et j'aimerais qu'on ait aussi enfin, beaucoup d'intérêt et j'aimerais qu'on ait le temps après d'avoir un vrai moment d'échange avec les collègues qui sont en ligne et dans la salle pour pouvoir approfondir ces aspects. Je vais maintenant passer la parole aux jeunes. Euh, merci Jessica Kalala. Vous êtes directrice adjointe de l'organisation Si Jeunesse Savait, une organisation de jeunes féministes basée à Kinshasa. Vous allez nous présenter votre programme pendant une dizaine de minutes. Voilà. Je vous en prie. Oui. Micro. Allô? Ok, merci. Bonjour à tous et à toutes. J'espère que vous allez bien. C'est un plaisir pour moi d'être là. Comme les modérateurs l'ont bien dit, je suis jeune. Donc, on sait tous que la jeunesse est un peu représentée par l'énergie. Et donc, on va faire un tout petit exercice de 2 minutes. Alors, on connaît tous majoritairement le problème que rencontrent les jeunes. Alors, on va faire ça par voisin. Vous parlez français? Non. Alors, je vais commencer par Pauline. Vous citez un problème que vous connaissez que les jeunes rencontrent et votre voisin ou voisine va répondre « et coquille ». Et le prochain, il cite un autre problème et l'autre répond « et coquille ». Et puis, voilà. Je ne sais pas, oui, juste « et coquille ». Donc, oui, moi, j'ai dit par exemple… désolée. Oui, ok. Alors, moi, je vais commencer et puis vous allez répondre « et coquille ». OK? Manque de méthodes contraceptives. Voilà. Qui d'autre? Le voisin ou la voisine? OK. La confiance en soi. Bullying et coquille. Harcèlement. Je n'ai pas envie d'aller à l'école. Problème d'emploi. Les parents ne me comprennent pas. Problème avec les réseaux sociaux. Et coquille. Difficulté de communication. Je vais quitter la maison. Je trouve qu'on me responsabilise trop en tant que fille. Les croyances ancestrales. Les pressions dans le foyer. Les addictions. La réaction des institutions religieuses. Des soucis sur le climat. Maman, tu dois plus m'écouter. Les violences basées de genre. Lack of self-confidence. Oui, merci d'avoir participé. Confiance en soi. Alors, je reviens sur ma présentation. Je suis Jessica Kalala, directrice adjointe de Si Jeunesse Savait, qui est une organisation de jeunes féministes basée à Kinshasa. Et voilà, je vais présenter l'expérience du projet Masculinité positive et santé co-responsable. Je vais présenter brièvement mon organisation. Si Jeunesse Savait, comme je le disais, c'est une organisation de jeunes féministes qui existe depuis 2004 et nous travaillons pour bâtir les leaderships forts de jeunes, particulièrement de jeunes filles et des minorités sexuelles et toutes les personnes marginalisées. C'est là dans 3 domaines spécifiques. Nous avons le droit à la santé sexuelle et reproductive, les technologies de l'information, de la communication et puis l'entrepreneuriat et la justice sociale. Concrètement, nous faisons les sensibilisations et mobilisations communautaires, les renforcements des capacités, les recherches-actions, les plaidoyers, enquêtes et puis plein d'autres activités. Alors, les projets masculinité positive et santé co-responsable dérivent d'un projet que nous avons tous cité, l'intitulé Ekoki, qui est d'Ilingala, qui est une langue de la RDC, qui est le plus parlée d'ailleurs, qui signifie « ça suffit » en français ou « enough » en anglais. Donc,
tous les problèmes qu'on avait constatés auxquels faisaient face les jeunes, problèmes de contraception, problèmes de manque d'information, les violences basées sur les genres et toutes ces difficultés, tous ces constats, nous avons dit, ECOKI, ça suffit, il faut qu'on en parle, il faut qu'on travaille sur ça. Alors, à travers le projet ECOKI, nous avons travaillé pour lutter contre toutes les violences basées sur les genres dans la communauté et surtout en milieu de jeunes, en mettant en avant la lutte contre la masculinité toxique, le comportement toxique que les jeunes avaient beaucoup plus entre eux et beaucoup plus aussi envers le filles. Alors, à travers les actions positives de ces projets-là, cela aboutit au projet masculinité positive et santé co-responsable. Et cela, c'était pour contribuer à la réponse globale face aux inégalités dans les relations entre hommes et femmes générées par un régime patriarcal dominant en RDC. La société congolaise est un peu une société conservatrice et donc où les patriarcats dominent beaucoup, ce qui amplifie les inégalités dans les relations hommes-femmes. Et donc, le projet a été lancé en 2022. Nous avons commencé la mise en œuvre à Kinshasa et au Nord Kivu par Si Jeunesse Savait et l'Académie nationale paysanne du Congo avec l'accompagnement des ULB Coopération avec les financements de la DGD, bien sûr. Et en décembre 2024, le projet a été clôturé et les résultats vous seront présentés par la suite. Alors là, nous avons les activités clés du projet. Nous avons identifié les parties prenantes. Donc, le projet avait pour cible les élèves, les enseignants, les motocyclistes, les mototaxis, et puis les prestataires de soins, donc le médecin, les infirmiers, les pharmaciens, donc tous ces acteurs-là du secteur de la santé. En identifiant ces cibles, ils ont constitué des groupes de discussion. Après la construction de ces groupes de discussion, nous avons procédé à l'élaboration des outils qui étaient très adaptés en fonction des cibles afin de faciliter les échanges entre groupes. Ensuite, nous avons procédé aux sessions de réflexion qui réunissaient en fait chaque cible en groupe de 20 personnes afin d'échanger sur les problèmes qu'ils rencontraient, comment ils les vivaient et qu'est-ce qu'ils avaient envisagé comme changement. Après cela, nous avons élaboré des chartes d'engagement par cible qui, en fait, venaient appuyer leur engagement dans les projets et dans les changements qu'ils voulaient dans leur environnement. Donc, chaque groupe, chaque cible avait élaboré des chartes d'engagement qui conservent jusqu'aujourd'hui dans leur groupe de réflexion, puisque dans notre processus de monitoring, de suivi, nous remarquons qu'à chaque fois, ils font des efforts pour continuer à faire appliquer les engagements qu'ils ont pris dans leur groupe. Et après, il y a eu la documentation, la mesure du changement qui a été fait en premier lieu par une étude baseline en début du projet pour évaluer justement les attitudes et les pratiques de ces différentes cibles face aux problèmes qui se vivaient dans la communauté. Et après les sessions de formation, de réflexion et de renforcement des capacités, nous avons procédé à une autre étude baseline afin d'évaluer les changements avant et après projet. Et ensuite, documenter les bonnes pratiques et ce qu'on pouvait faire ou améliorer au cas où il y aurait continuité du projet. Alors, voilà un résumé des résultats. À Kinshasa et au Nord Kivu, des groupes de réflexion qui ont été formés, les participants, les personnes touchées. Donc, comme je le disais, il y avait une participation active de jeunes, des mototaxis, des enseignants, élèves, prestataires de soins qui étaient très engagés dans toutes les activités du projet. Alors, là, nous avons les leçons apprises et les solutions. L'approche, le premier point, nous avons l'approche expérientielle
qui a été vraiment un levier efficace dans ces projets, puisque nous sommes partis du vécu de chaque cible et des participants pour pouvoir mieux échanger, comprendre les difficultés, partager, faire comprendre aux autres comment leur attitude, leurs pratiques avaient de l'impact dans l'environnement, dans la vie des filles, comment cela en fait freinait leur développement et leur avancement. L'adaptation contextuelle, des approches adaptées par cible sur les bonnes pratiques et contraintes rencontrées. Là, je mettrai plus l'accent sur les outils élaborés, puisque par exemple pour les groupes de réflexion de garçons, là où nous parlions de violences basées sur le genre, la gestion des émotions, où on dit qu'un homme ne doit pas pleurer. Pourquoi un homme ne doit pas pleurer? Parce qu'il n'a pas de larmes ou parce qu'il ne sait pas pleurer? Ça, on se pose la question. Un homme, c'est celui qui use de sa force pour obtenir ce qu'il veut. Pourquoi il doit procéder ainsi? Est-ce que c'est une bonne méthodologie? Donc, on a vraiment discuté de cela. Un homme ne peut pas exprimer ses émotions. Pourquoi? Et partant de groupes de réflexion de filles où nous avons parlé aussi de violences basées sur le genre, bien sûr, mais de la gestion des émotions, la confiance en soi, comment les relations entre hommes-femmes étaient vécues entre eux, qu'est-ce que la société en fait inculquait à la femme qui l'empêche d'être plus active, plus développée, et aussi en matière de santé sexuelle et reproductive, faire comprendre aux hommes qu'une femme qui a ses menstrues n'est pas une personne sale. Comprendre les respects de droits de la personne, de l'intégrité corporelle, et aussi donner des informations sur les services de santé sexuelle et reproductive disponibles. Et voilà, ça, j'en parlerai un peu plus loin. Et aussi, nous avons procédé à une approche plus inclusive en intégrant le groupe des minorités sexuelles, les LGBTQIA+, avec des échanges constructifs sur les besoins et la promotion de soins adaptés. En intégrant cette catégorie, nous avons compris qu'il y avait des problèmes spécifiques à cette catégorie qui devaient également être relevés et pris en compte. Et pour les soutiens institutionnels, nous avons la promotion par la présidence de la RDC de la masculinité positive. Nous avons notre président qui se proclame champion de la masculinité positive. Aujourd'hui, nous avons une stratégie nationale de la masculinité positive qui sera désormais commémorée chaque 31 mars. Et aussi, nous avons une cellule technique de masculinité positive qui est là, qui accompagne, qui a beaucoup accompagné le projet, puisque quand il fallait réaliser des activités sur terrain, des campagnes de mobilisation communautaire, nous avions eu des institutions qui nous ont appuyés et ça a beaucoup facilité le travail sur terrain. Et pour la durabilité des actions du projet, nous avons élaboré des chartes d'engagement dans chaque groupe cible, pour chaque groupe cible, et des carnets de référencement comme outil efficace d'intégration progressive des interventions. Donc, j'ai quelques exemplaires. Malheureusement, je n'ai pas pu en apporter plus. Donc, nous avons élaboré des carnets d'adresses. Ça, c'est pour les cliniques de prise en charge des victimes de violences basées sur le genre, où nous avons répertorié tous les coins, ou tous les centres où les jeunes et toutes les personnes victimes pouvaient aller pour avoir de soins ou bien une prise en charge holistique en cas de violence basée sur les genres. Et aussi, nous avons élaboré un carnet d'adresses, un carnet de références cliniques où chaque jeune peut trouver des services, des services adaptés aux jeunes, la contraception, avoir de l'information et tout ça. Nous avons élaboré un carnet avec tous ces services, que ce soit cliniques, les cliniques mobiles. Ça aussi, nous les avons répertoriés dans ces carnets que nous avons mis à la disposition non seulement de la communauté, mais de plusieurs organisations
avec qui nous travaillons pour relayer justement l'information et permettre aux jeunes d'avoir accès à ces services. Ok, j'atterris. Et la collaboration multi-acteurs dans la synergie avec plusieurs acteurs, entre autres ANPC, ULB Coopération, ENABEL, Réseau de jeunes engagés pour l'égalité de genre, Cellule technique de la masculinité positive, Ministère du genre et autres partenaires. Cela a facilité les travaux sur terrain dans l'atteinte de nos résultats. Voilà, j'ai dit et je vous remercie. Voilà, vous m'aviez enlevé le microphone. Merci beaucoup, merci pour cette présentation. Donc, on a aussi appris Ekoki en Lingala. And now we will switch to English and to Swahili, if I'm correct, as we are moving to Tanzania for the program Wezesha. Et maintenant, donc, nous passons en Tanzanie. Alors, nous avons Bonita Mpokwa. Bonjour, Bonita. Vous êtes experte pour ce programme qui a été mis en œuvre à Kigoma. Donc, vous avez 10 minutes. Merci d'être avec nous. Merci beaucoup. C'est un honneur d'être avec vous et de prendre la parole sur cette plateforme. Alors, je parle non seulement au nom de l'éducation, mais je suis aussi une militante de ce programme. L'interprète s'excuse d'avance, mais le son n'est pas excellent. Donc, c'est un programme de coopération bilatérale qui court de 2023-2027, dont l'objectif principal, c'est les filles et les jeunes femmes entre 14 et 29 ans dans les districts de Binti et de Kigoma en Tanzanie. Notre approche est donc d'autonomiser ces jeunes filles, ces jeunes femmes par différentes voies, que ce soit l'éducation, connaissances et compétences, l'emploi, également tout ce qui est esprit d'entreprise, accès aux capitaux et acquisition donc de compétences dans ce domaine pour les jeunes filles et les jeunes femmes. Nous travaillons également avec ces jeunes filles et jeunes femmes sur l'environnement et le changement climatique. Donc en fait, notre slogan, c'est de l'école à l'emploi. Nous voulons que les jeunes femmes puissent prendre leur rôle et prendre leur espace dans nos communautés. Pour cette plateforme spécifique, je vais me limiter à une voie qui est l'éducation, et notamment tout ce qui est accès et rétention des jeunes filles et des garçons vulnérables entre 14 et 29 ans. Et nous allons également nous intéresser à la qualité de l'apprentissage, que ce soit donc l'environnement d'apprentissage ou les compétences des professeurs. Voilà, c'est important. On est tous d'accord pour dire que l'éducation et la santé sont inséparables. L'enfant doit être en bonne santé pour aller à l'école, mais vous avez également besoin d'un enfant éduqué pour être acteur de changement dans la santé. Donc l'éducation et la santé, c'est une approche multisectorielle. Nous devons travailler ensemble pour nous assurer que l'enfant est éduqué et l'espace et répondre à toutes les conditions. Donc voilà, pour être formé, pour connaître différentes choses, notamment des questions de santé.
dans la région de Kigoma en Tanzanie. Donc c'est une communauté qui n'est pas bien desservie. C'est assez similaire de ce qui a été fait à Tabora et Katavi. Je vais vous partager certains des défis. Ici aussi, à Kigoma, nous faisons face aux mêmes défis, notamment tout ce qui concerne l'éducation à la sexualité, il y a toutes sortes de choses qui sont liées au stigma, au silence, au mythe autour des règles, le manque d'accès aux produits d'hygiène, le manque d'espace privé à l'école, et donc beaucoup d'absentéisme et d'abandon scolaire. Et donc, la Tanzanie est un pays religieux, donc c'est assez similaire, c'est considéré comme n'étant pas éthique pour un parent de parler de sexualité avant l'âge du mariage. Il y a également des défis institutionnels. En Tanzanie, jusqu'il y a peu, il n'y avait pas de module pour les écoles. Donc, sur ces questions de santé sexuelle et reproductive. Mais maintenant, les filles et les garçons reçoivent quelques connaissances en la matière. Alors, le problème culturel est aussi un défi, parce que c'est une abomination de parler de sexualité à un jeune ou une jeune. Les questions de sexe, de sexualité, c'est considéré comme une abomination. Et donc, les jeunes, finalement, se partagent les informations entre eux. Et évidemment, ces connaissances ne sont pas toujours les plus à propos. Ceci mène aussi aux questions de grossesse précoce et donc d'abandon scolaire. Donc, comme pour Shabinti, ici nous sommes à Kigoma, on travaille dans 5 districts, 25 écoles et communautés. En fait, dans chaque communauté, on travaille dans une école de la communauté. Donc, on a en fait cette gestion de l'hygiène menstruelle innovante. C'est un nouveau modèle. Donc, c'est une détente qui se balade dans les différentes communautés. Il s'agit d'espaces de discussion sûrs pour que les gens puissent se retrouver à l'extérieur de l'école. Les tentes sont plantées à l'extérieur de l'école et donc on travaille en collaboration avec les professeurs, avec les éducateurs. Et on travaille donc du niveau local jusqu'au ministère. Donc, les étudiants peuvent se rassembler dans la tente et discuter donc d'hygiène menstruelle, de santé sexuelle et reproductive. Et donc, nous lions nous avons donc quelque part des champions, comme on les appelle, qui partagent leurs connaissances dans les tentes avec ces jeunes. Ces formateurs nouent des liens. Dans les communautés, nous faisons également
des journées communautaires, etc. Donc nous allons là-bas et les formateurs, dans les tentes, permettent aux membres de la communauté d'entrer dans la tente et d'apprendre. Et donc, on a mentionné l'implication des parents. C'est important, il faut que les parents reçoivent les mêmes notions, les mêmes informations sur les questions de sexualité, de santé sexuelle et reproductive, etc. pour pouvoir soutenir les enfants. Parce que les enfants reçoivent des connaissances, mais les parents aussi, ils puissent soutenir leurs enfants. Donc, des tentes qui sont sponsorisées par le ministère de l'Éducation. Et nous avons touché 25 000 personnes dans les écoles et à l'extérieur. Et donc, on se retrouve dans ces 25 communautés. Voilà le modèle que l'on utilise. Et donc, en fait, grâce à ces 600 personnes que nous avons touchées dans les écoles et en dehors, avec ce modèle, nous leur permettons donc d'avoir des connaissances et de pouvoir partager ces connaissances sur la gestion de l'hygiène menstruelle, par exemple, et la santé reproductive et sexuelle. Eh bien, ces personnes-là peuvent également répercuter leurs connaissances à l'extérieur et toucher 25 000 personnes. Donc, nous intégrons différentes approches pour assurer que ces connaissances restent et soient vraiment des connaissances pratiques. Qui puissent être utilisées par les jeunes à l'intérieur, à l'extérieur de l'école. Donc, notre idée, c'est de créer un environnement facilitateur pour les jeunes femmes et les jeunes filles. On travaille pour autonomiser les jeunes filles, pour qu'elles puissent prendre des responsabilités, pour qu'elles sachent quels sont leurs droits, qu'elles puissent aussi prendre la parole pour défendre leurs droits. Et nous travaillons aussi à travers des bénévoles qui ont été formés par le ministère de l'Éducation, le ministère de la Santé, pour faciliter toute la communication par rapport à tous ces problèmes dans ces tentes mobiles. On construit aussi des toilettes et des dortoirs écologiques pour que les filles et les garçons aient leurs propres espaces. Donc, pour ce qui est des toilettes et des lavabos, nous construisons pour les garçons et les filles, mais les dortoirs sont uniquement pour les filles. Alors, nous offrons aussi de la formation continue pour les femmes avec l'Institut national d'éducation de Tanzanie. Et on donne aussi une éducation globale à la sexualité et la gestion de l'hygiène menstruelle. Et tous les enseignants vont pouvoir avoir accès, même ceux qui ne se trouvent pas dans les écoles. Nous travaillons dans 25 écoles, mais la question, c'est que tous les enseignants en Tanzanie doivent avoir la possibilité d'avoir accès à ces ressources d'enseignement. Et donc, pour le moment, on en est au stade pilote, mais ces modules vont pouvoir être utilisés par tous les enseignants qui vont pouvoir transmettre ces connaissances aux étudiants. Donc, vous avez vu les 17 modules qui ont été développés sur les différents sujets et c'est vraiment une possibilité de concrétiser le contenu et ça donne aussi la possibilité de
capitaliser sur ces modules déjà développés en y ajoutant des éléments donc qui peuvent être faciliter la transmission aux enfants et aux jeunes en Tanzanie avec le même contenu. Je crois que, étant donné ce que nous avons fait et où nous en sommes maintenant, ici, je m'exprime au nom de l'équipe d'éducation et de l'équipe Wezea Binti. Je crois qu'on peut vraiment se concentrer sur les résultats faciles à atteindre pour l'instant et qui peuvent créer un effet d'entraînement. Par exemple, les tentes mobiles. Ce sont des choses qui peuvent être faites dans les communautés facilement. On peut faire des séances d'information et ces connaissances peuvent se répandre dans une période très courte. Donc, on se concentre sur les choses faciles à réaliser pour l'instant, les petites choses, même si on veut faire des choses plus grandes, même si on est plus ambitieux, parce qu'on peut donner une bande hygiénique à une femme ou à une fille et lui permettre ainsi de ne pas devoir manquer à l'école pendant de nombreuses journées, simplement avec une serviette hygiénique réutilisable. Donc, ce sont des petites choses et c'est ça qu'il faut faire d'abord. Lorsque nous avons des projets de développement, on introduit des innovations, mais le problème, c'est que lorsque le projet se termine, les idées innovantes et beaucoup de choses qui ont été amenées par le projet disparaissent également. Et donc, je crois qu'il faut vraiment assurer que ces innovations restent en place, soient durables et continuent à aider les jeunes filles même après la fin d'un projet. Donc, mon message aujourd'hui, c'est l'éducation, c'est vraiment l'outil le plus puissant pour la santé. Et la santé, c'est la base la plus solide pour l'éducation. J'y crois profondément. Merci beaucoup. C'était vraiment un plaisir de pouvoir venir présenter ce projet ici parmi vous. Merci pour vos conclusions et pour votre présentation. Et merci d'avoir fait le lien avec la première présentation parce que c'est de ça qu'il s'agit ici dans cette séance. Il s'agit d'échanger entre collègues et experts dans ce sujet et examiner des idées que nous puissions réaliser ensemble. Donc, je voudrais maintenant donner la parole pour les questions. Je regarde mes collègues qui nous ont suivis en ligne. Non, pas de questions apparemment. Pas de questions en ligne. Y a-t-il des questions ici parmi le public? Oui, madame? Je pourrais vous demander votre aide pour le micro. Merci. Merci beaucoup. Madame, ici. French, English, Français? It will be in English. Yes, okay, please. And La question introduce sera yourself. posée en anglais. Présentez-vous. Merci beaucoup à tous les présentateurs. Je m'appelle Joséphine Wango, je suis chercheuse et professeure à l'Université de Liège en Belgique. Et je travaille aussi sur le terrain, surtout en Afrique. Donc, ma question est destinée au premier orateur de la KU Leuven. Merci beaucoup pour cette intervention très intéressante, pour ce projet très intéressant et ce projet d'intervention d'ailleurs. Est-ce que vous pouvez nous donner davantage de détails sur la manière dont l'intervention a pu surmonter les problèmes d'influence religieuse, des croyances religieuses? Parce que vous avez soulevé ce point. La dernière oratrice de la Tanzanie a également soulevé ce point-là. Moi, j'ai mené une recherche dans de nombreux pays d'Afrique. Je crois que c'est une des barrières qui se répète le plus souvent, qui est récurrente. Alors, qu'avez-vous fait dans votre projet? Si vous avez fait quelque chose ou si vous n'avez rien fait, qu'est-ce que vous pensez faire pour surmonter cet obstacle particulier dans le domaine de l'éducation à la santé sexuelle et reproductive? Peut-être d'autres questions s'il y en a? De l'autre côté, oui, voilà. Oui, c'était pour...
Désolée, il y a une raison. Bonjour, mon nom est Catherine Gigante, je suis responsable du service Consolidation de la société développement social à la DGD. Donc, c'est le service, un groupe de 10 personnes, de collègues que je gère. Et en fait, on s'occupe à la fois du suivi des agences des Nations Unies, comme UNFPA, l'OMS, le GPE. Et les experts dans mon équipe suivent aussi les thématiques comme SRHR, gender, éducation et le reste. Et d'ailleurs, j'étais contente d'entendre Jessica parce que le projet ULB coopération est parti de mon équipe. La note, l'arrêté royal, tout ça, c'est nous. Donc, c'est très chouette de voir le détail. C'était peut-être plus une question en forme de remarque. Je voulais juste dire que parler avec les parents, moi j'ai 52 ans, je suis sicilienne d'origine, je peux vous dire qu'à 20 ans, 15 ans, jamais mes parents ne m'ont parlé de quoi que ce soit. Donc il faut savoir que je pense qu'aujourd'hui en 2025 ça change et moi ça change avec mes jeunes adultes à la maison, mais un planning familial par exemple, même en Belgique, je peux vous dire que ça a servi et donc c'est vraiment un droit fondamental et donc j'étais assez admirative de voir que pour le projet au Bénin, la manière dont les parents étaient associés. Donc, je vois la différence avec la Tanzanie, où le professeur Van Leeuwen l'a montré que, apparemment, quand le gouvernement suit moins, ça a l'air moins facile, vu que vous dites les travailleurs sociaux suivent les règles du ministère de la Santé. Donc, est-ce que là, il y a un nœud? Et finalement, au Bénin, j'ai l'impression que comme le ministère le suit et l'appuie, ça m'a l'air beaucoup plus fluide. Donc, sans doute l'intérêt d'avoir les autorités qui suivent. Vous allez me dire c'est fondamental, c'est basique, mais j'ai l'impression que là, on voit vraiment une différence d'implication. Merci. Voilà, je propose peut-être... oui, encore le collègue ici. Décidément, on va vous faire des allers-retours. Bonjour, donc je m'appelle Ferenc Solmachi, je suis responsable des programmes chez Care Belgium. Je voulais dire bonjour aussi à André, que j'ai eu l'occasion de rencontrer sur le terrain il y a 2 ans au Bénin, justement pour implémenter un projet autour des SSR et des VBG. Donc je ne sais pas s'il nous voit ou s'il nous entend, mais bonjour. Et en fait, ma question se pose aussi sur les liens avec aussi tout ce qui est socio-économique. Donc plus récemment au Bénin, il y a eu un arrêt du gouvernement au niveau de tout ce qui est microfinance. Et donc justement au Bénin, il y a ce qu'on appelle les Fafawa, donc c'est l'équivalent des tontines ou des associations villageoises d'épargne et crédit. On voit souvent le lien entre santé et éducation, mais aussi tous les aspects socio-économiques, justement liés à l'achat d'intrants, et pas uniquement pour les outils de prévention, mais aussi pour la réponse aux violences basées genre. Et donc, je voulais savoir dans quelle mesure l'arrêt des projets de microfinance va impacter ou pas Passerise 2, donc le programme en cours au Bénin, et donc aussi l'évolution de la stratégie au niveau de la réponse aux violences basées genre. Merci beaucoup. Ok, je vous remercie. Alors, je propose que pour les tours de réponse, on commence avec le professeur Van Leeuwen, puisqu'il y avait une question qui vous était directement dirigée. Et puis alors, on verra avec Jessica et on fera un détour par le Bénin aussi pour les réponses. Oui, voilà. Thank you. I have to respond in English. Sorry, I hope that's okay. The question was about religious. Je dois répondre en anglais, je suis désolée, j'espère que ça va pour vous. Donc, la question portait sur les dirigeants religieux. Et c'est un défi, effectivement, que nous rencontrons souvent. Nous n'avons pas la solution. Nous cherchons toujours la meilleure manière de gérer ce problème. Je crois qu'il faut que nous reconnaissions leur point de vue et qu'on essaye quand même de discuter des sujets avec les jeunes, avec leurs parents, leurs enseignants et les travailleurs sociaux. En fait, les jeunes ne doivent pas se sentir coupables lorsqu'ils sont dans la puberté, lorsqu'ils ont des sentiments et des instincts biologiques et des besoins biologiques et sexuels. Ils doivent savoir que c'est normal et qu'on peut leur donner les compétences pour gérer ça. Je crois que c'est important de faire en sorte qu'ils se sentent, qu'ils et elles se sentent bien par rapport à ça, qu'ils ne considèrent pas ça comme un problème. Il faut qu'ils ressentent qu'on les accepte encore en tant que personnes à part entière lorsqu'ils ont des soucis de cet ordre-là et lorsqu'ils ont besoin de soutien. Nous devons les soutenir. Même si le problème, c'est quelque chose qui fait très peur aux dirigeants religieux, il faut quand même soutenir les jeunes là-dedans.
Mais je n'ai pas de solution. Je ne sais pas comment surmonter cet obstacle et savoir comment discuter avec les dirigeants religieux. Il y a des sujets dont on ne peut pas parler tout simplement à cause de la politique de certains pays, l'homosexualité. Il y a des pays où c'est absolument interdit d'en parler. Donc, je pense que c'est petit à petit, pas à pas, on peut avancer. Ce que notre collègue de la Tanzanie a dit aussi, il faut commencer avec des petits pas, hein, les fruits faciles à cueillir, les choses plus simples, et ensuite essayer d'avancer. Mouvement anti-genre et de remise en cause de l'égalité de genre, on pourrait imaginer, par exemple, je ne sais pas moi, qu'un gouvernement décide de brûler des produits contraceptifs plutôt que les distribuer pour sauver des vies. Ce n'est pas quelque chose qu'on rencontre que sur le continent africain. Je vous en prie. Bon, il n'y a pas de question qui m'a été adressée directement, mais je viens un peu appuyer la remarque sur l'implication des institutions, puisque c'est un élément important pour consolider en fait les efforts. On peut bien mener des actions de projet, mais il faut vraiment je trouve que c'est aussi important que les institutions nous rejoignent en fait dans nos luttes ou bien dans ce que nous accomplissions. Je prends l'exemple pour notre pays en matière de santé sexuelle et reproductive qui est assez, comment dire, ouvert. On a un programme national de la santé de l'adolescent et de la santé de la reproduction. On a aussi mené un grand plaidoyer pour la publication du protocole de Maputo au journal officiel de la République, puisque c'est un instrument qui vient vraiment renforcer l'accès aux jeunes aux soins de santé sexuelle et reproductive. C'est un instrument qui a été ratifié en 2008, mais qui peinait à être mis en application puisque les institutions publiques ne l'avaient pas encore annoncé au journal officiel. Donc, c'était vraiment notre devoir de vrai pour booster que ça passe. On nous traitait même d'avorteurs, qu'on vient encourager les jeunes dans la prostitution, dans la débauche et tout ça, mais on a vraiment travaillé pour leur faire comprendre les bienfaits de cet instrument-là et de ce que ça pourrait rapporter en présentant bien sûr tout ce qu'on a fait sur terrain comme études sur les avortements clandestins qui tuaient beaucoup de jeunes dans la communauté. Et finalement, on est parvenu à la publication au journal officiel de cet instrument-là. Donc, c'est là vraiment que doivent intervenir les plaidoyers pour amener les autorités, les institutions à nous appuyer dans nos efforts. Ok, je vous remercie. Je propose maintenant qu'on se tourne vers les collègues au Bénin. Bernice notamment, puisqu'on a parlé de microcrédit, de microfinance, et André également. Je ne sais pas lequel d'entre vous souhaite répondre à la question. Bon, Bernice avait des soucis à se connecter. Elle nous a rejoint finalement. Donc, comme elle n'était pas là au début, je propose de donner quelques réponses et elle pourra me compléter. Je remercie vraiment tous les participants pour l'intérêt à la présentation et à ce qui se fait du côté du Bénin. Je pense qu'il y a eu des remarques, des commentaires par rapport au fait qu'au Bénin, il y a quand même une implication des autorités à travers c'est pas les politiques qui sont favorables à nos interventions en matière de droit à la santé sexuelle et reproductive. Vous savez qu'au Bénin, il y a une loi sur le droit à l'avortement, il y a des politiques claires en matière d'intervention par rapport à la santé sexuelle et reproductive des adolescents et jeunes. Et nous avons également une initiative forte à travers l'Institut national de la femme qui est installé, qui lutte sévèrement contre les violences basées sur le genre. Donc, je voudrais dire par là, avec cet arsenal politique qui est quand même un soubassement très fort, l'arrêt des microfinances n'a pas pu vraiment impacter sérieusement, on n'a pas encore constaté.
encore que ce n'est pas la microfinance régulière que l'État octroie qui est arrêtée, mais c'est tout ce qui est pratique informelle, comme les tontines, où les privés s'organisent et parfois avec beaucoup c'est pas de grincement de dents. C'est ça qui a été en fait arrêté par le gouvernement, mais ce qui s'octroie au niveau du ministère des Affaires sociales n'a pas été arrêté. Donc, du coup, avec le PASSRIS 2, le programme actuellement de santé de Enabel qui est en cours sur le terrain, nous avons un volet où nous développons une stratégie de lutte contre les violences basées sur le genre, où on installe au niveau communautaire les comités de veille qui accompagnent et encouragent les femmes, les victimes plutôt, à demander de l'aide. Donc, c'est un processus qui a été expérimenté avec le PASSRIS 1 que nous sommes en train de renforcer avec le deuxième projet, le PASSRIS 2. Également avec notre projet qui est financé par l'AFD dans un département qu'on appelle les collines. Et le ministère des Affaires sociales est en train de vouloir prendre cette démarche pour la généraliser en termes de notification, d'orientation vers les services, de prise en charge, d'accompagnement et de réintégration des cas de victimes de violences basées sur le genre. Voilà rapidement ce que je voudrais dire par rapport à l'impact ou pas de l'arrêt de ce qui a été entendu comme microfinance, mais qui n'était pas formel. Ok, merci Merci beaucoup, beaucoup. Je André. laisse peut-être la parole à... Oui. Oui. J'allais proposer également que Madame Lucia puisse répondre si elle le souhaite, apporter un complément d'information. Je regarde l'équipe technique. Est-ce que la connexion est faite? Allô? Oui, on te reçoit. Tu peux aller. Merci. Bonjour à tout le monde. Désolée pour le retard. Et effectivement, pour appuyer ce que André vient de dire, au niveau du Bénin, au niveau du ministère des Affaires sociales et de la Ok, si la microfinance. connexion n'arrive pas à se faire, je regarde encore un peu les techniciens. Je Vous pouvez me disais faire un qu'au signe niveau si ça vous va? C'est bon? Ouais. C'est parfait. Voilà. On vous Voilà. écoute, Bernice. D'accord. Lucia. Il y a une réglementation, comme André l'a dit, une réglementation de la microfinance au Bénin. Et en matière d'octroi de microcrédit aux victimes de VBG, il y a le Fonds national de la microfinance qui est une des structures rattachées au ministère des Affaires sociales où toutes les victimes de violences et qui, après tout le processus au niveau des structures déconcentrées du ministère, au niveau des communautés, après tout le processus, ces victimes sont orientées vers les institutions de microcrédit pour bénéficier d'un accompagnement en vue de mettre en œuvre une activité génératrice de revenus. Donc, au niveau du Bénin, à travers le ministère des Affaires sociales, il y a beaucoup d'initiatives, comme André l'a expliqué tout à l'heure. Il y a beaucoup d'initiatives pour accompagner, pour soutenir les couches vulnérables, surtout les victimes de VBG. Merci beaucoup. Chers collègues, nous arrivons petit à petit. Oui, madame, 2 demandes de parole, mais il va falloir être très rapide. Ah, voilà, oui, oui. Je vous écoute. Ce n'est pas une question, c'est juste pour apporter quelque chose. J'ai travaillé au Tchad pendant quelques années et en fait, j'ai vu qu'il y a des régions au Tchad où la sexualité est vue complètement différente. Par exemple, c'est la mère qui prépare la jeune fille à la sexualité pour qu'elle fasse le maximum pour satisfaire le mari. À Madagascar, dont je suis originaire, il y a des régions où la sexualité n'est absolument pas taboue.
Mais ce qui se passe en fait, c'est l'action, l'introduction de toutes ces sectes religieuses, surtout américaines, comme les évangélistes, les mormons, je ne sais quoi, qui profitent en fait des problèmes économiques et financiers des gens. Et alors, ils arrivent à attirer les gens. Et là, on commence à penser autrement. Voilà. Je vous remercie. Je vous remercie beaucoup. Et je crois que votre voisine souhaite également intervenir. Je vous écoute. Oui, merci. Bonjour, Guissou Sandrine, responsable projet à l'ONG GRET. Merci beaucoup pour ces différentes initiatives que vous avez partagées, surtout celle du Bénin qui m'a le plus parlé, parce qu'on a essayé aussi de développer une initiative, hein, c'était des SMS, des messages qu'on diffusait aux parents et aux enfants, avec l'aide des relais communautaires et des agents à base communautaire qui abonnaient ceux qui le souhaitaient, aussi bien les parents que les adolescents et les jeunes. Et ils recevaient en même temps les mêmes messages. Pour le jeune, c'était vraiment avec une connotation très jeune, très fun. Et pour les parents, on s'adressait aux parents en lui donnant les mêmes messages qu'à ses enfants, mais de manière très différente. OK. Merci beaucoup également pour cet éclairage. Je dois clôturer la séance maintenant parce qu'un autre panel va prendre place dans la même pièce d'ici 4-5 minutes. Je termine avec quelques petites informations qui sont importantes pour vous. Nous avons, vous avez sur vos chaises la présentation du prochain événement qui sera organisé également par Educate, qui est la projection du film Impur, dont vous avez pu voir des extraits pendant la séance pendant la pause du déjeuner. Donc c'est un film qui aborde le tabou des menstruations dans l'éducation. La projection aura lieu le 25 novembre, Journée internationale de la lutte contre les violences faites aux femmes. Donc ce sera aussi à Bruxelles au cinéma des Galeries. Nous sommes également à la veille de la Journée internationale des filles. Donc c'est la journée du 11 octobre, qui est la journée internationale du droit des filles, avec différentes actions qui se tiendront demain. Je regarde les collègues de plan international. Donc si vous êtes dans le centre-ville, profitez pour passer près de Jeannekepis, si j'ai bien compris. Et vous verrez les messages au carrefour de l'Europe également. Voilà. Il me reste également à vous remercier pour l'ensemble des contributions cet après-midi. Remercier Enabel aussi à la fois pour avoir organisé ce panel, mais aussi pour accueillir la réunion. Merci beaucoup Pauline pour tout le travail qui a été mis dans l'élaboration de ce programme. Et je vous souhaite une très très belle après-midi. Voilà, merci.